Ma fille de 10 ans a été admise à l'hôpital pour des examens. Cette nuit, l'infirmière a dit, mesdames, ne le dites pas à votre mari. Quand je suis arrivé, la police avait bouclé le couloir. Le médecin a parlé d'une voix tremblante. Nous avons trouvé quelque chose sur le corps de votre fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Patricia. Infirmière de profession, je travaille 4 jours par semaine à l'hôpital général de la ville. Je suis mariée à mon mari actuel, David, depuis maintenant 5 ans. Il est administrateur dans une école locale et semble toujours très occupé. Notre famille se compose de 3 personnes, moi, David et ma fille Emma. Emma a 10 ans, c'est ma fille d'un précédent mariage. Mais je pensais que David et Emma avaient une bonne relation. Le week-end, David jouait aux jeux vidéo avec Emma ou l'aidait à faire ses devoirs. Emma semblait apprécier ces moments passés ensemble. Notre vie était paisible. Le matin, je préparais le petit déjeuner et David emmenait Emma à l'école. Je faisais mon service à l'hôpital et rentrais le soir pour préparer le dîner. David travaillait souvent tard dans la nuit, mais le week-end, nous nous assurions de passer du temps ensemble en famille. En apparence, nous étions une famille heureuse. Récemment, j'avais remarqué qu'Emma semblait un peu différente. Quand elle rentrait de l'école, elle filait directement dans sa chambre. Elle qui était d'habitude si bavarde, ne me répondait plus qu'un simple « ça va » lorsque je lui demandais des nouvelles de sa journée. Elle était silencieuse pendant le dîner et ne semblait pas avoir beaucoup d'appétit. J'étais tellement prise par mon travail que je n'avais pas la disponibilité d'esprit pour observer attentivement son comportement. Quand je demandais à David « Comment va Emma ces derniers temps ?», il se contentait de répondre « Je pense qu'elle va bien ». On joue à des jeux ensemble parfois. Un jour, en pliant le linge, j'ai remarqué un bleu sur le bras d'Emma. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a dit « Je suis juste tombée à l'école ». Je lui ai répondu « Fais plus attention » et je n'ai pas insisté. Même avec mes connaissances d'infirmière, quand il s'agissait de ma propre fille, je devenais étrangement optimiste. David avait sûrement vu la blessure d'Emma lui aussi, mais il n'a rien dit. Peut-être y avait-il une distance tacite dans notre famille. Avec le recul, c'était le premier signe. Puis, il y a 2 semaines, Emma a eu une forte fièvre. Sa température a dépassé les 39 degrés Celsius et elle se plaignait de douleurs dans tout le corps. Je lui ai donné un médicament contre la fièvre et l'ai surveillée, mais la fièvre ne baissait pas. 3 jours plus tard, quand je l'ai emmenée chez le pédiatre, le médecin m'a dit avec une expression grave « Je pense que nous devrions faire des examens plus approfondis. » Par précaution, je recommande une hospitalisation pour des examens. David a immédiatement pris rendez-vous à l'hôpital. Je me disais que ce n'était probablement qu'une grippe, mais l'expression du médecin m'inquiétait. Une fois la date de l'hospitalisation fixée, nous avons commencé les préparatifs. Le matin de l'hospitalisation était un matin comme les autres. Emma s'est réveillée à 7 heures et a enfilé son uniforme. J'ai préparé des flocons d'avoine et des fruits pour le petit déjeuner. David buvait son café en lisant le journal. Emma mangeait en silence. Je lui ai dit « Fais de ton mieux pour les examens aujourd'hui ». Emma a légèrement hoché la tête. David a ajouté doucement « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le tout de suite ». Emma a répondu « Je vais bien ». J'avais entendu ces mots si souvent. « Je vais bien ». Emma disait toujours ça. Après le petit déjeuner, David a déposé Emma à l'école. Elle devait aller en cours comme d'habitude, puis se rendre à l'hôpital l'après-midi. J'avais un service le matin ce jour-là, donc je ne pouvais aller à l'hôpital que dans l'après-midi. C'était ironique que moi, une infirmière, je ne puisse pas accompagner ma propre fille pour son hospitalisation. Quand j'ai dit à David « Appelle-moi quand vous arriverez à l'hôpital cet après-midi », il a répondu « Entendu. Ne t'inquiète pas. Je serai avec elle. » À 14 heures, David est allé chercher Emma à l'école et l'a emmenée à l'hôpital. Pendant que je travaillais dans mon service, je vérifiais mon téléphone portable sans cesse. Un peu après 15 heures, un message de David est arrivé. Nous sommes arrivés à l'hôpital. On nous explique les examens. Je me suis senti soulagé. Mon service s'est terminé à 16 heures et je me suis précipité vers le service de pédiatrie. Quand je suis arrivé dans la chambre d'Emma, David était assis sur une chaise, regardant son smartphone. Emma était allongée dans le lit. « Emma, ça va ?» ai-je demandé. Emma a répondu « Oui ». David a expliqué « Ils ont fait des prises de sang et des radiographies. Demain matin, ils feront des tests plus détaillés. Elle reste en observation pour la nuit. »
J'ai posé ma main sur le front d'Emma. Elle avait encore une légère fièvre. Le pédiatre est entré dans la chambre et a dit doucement à Emma, « Nous allons faire divers examens, mais tu n'as pas à t'inquiéter. » Puis il s'est tourné vers nous, « Vous n'avez pas besoin de rester à l'hôpital cette nuit. Nous vous appellerons s'il y a quoi que ce soit. » David et moi avons dit à Emma, « On revient demain. » Et nous avons quitté l'hôpital. Sur le chemin du retour, David conduisait en silence. J'ai dit, « Tout ira bien. C'est probablement juste une grippe. » David n'a pas répondu. Il était plus silencieux que d'habitude, mais j'ai pensé qu'il était simplement inquiet. Arrivé à la maison, j'ai préparé un dîner simple. Des pâtes et une salade. David ne semblait pas avoir beaucoup d'appétit et a à peine mangé. « Tu es fatigué ?» ai-je demandé. « Oui, un peu » a-t-il répondu. Après le dîner, nous avons regardé la télévision dans le salon. Les informations passaient, mais j'absorbais à peine ce qui se disait. David était assis sur le canapé, les yeux rivés sur son smartphone. Je n'arrêtais pas de murmurer, « Je me demande si Emma va bien. » David a dit, « Les infirmières la surveillent, donc ça ira. » Sa voix était calme, mais d'une certaine manière, distante. Après 22 heures, nous sommes allés dans la chambre. Je me suis allongé, mais impossible de trouver le sommeil. J'étais inquiète pour Emma. David semblait s'être endormi tout de suite. J'entendais sa respiration. Je fixais le plafond, me remémorant l'époque où Emma était petite. Quand Emma est née, mon ex-mari ne s'est pas beaucoup intéressé à elle. Après le divorce, j'ai élevé Emma seule. Quand j'ai rencontré David, il a accepté Emma comme si elle était sa propre fille. Cela m'avait rendue si heureuse. David était un bon père, un beau père, mais comme un vrai père. À 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. Je me suis redressé d'un bond. C'était un numéro inconnu. Mon cœur battait à tout rompre. Les mains tremblantes, j'ai décroché. Allô? C'était une voix de femme. Est-ce que je parle à Patricia? C'est l'hôpital central. Pouvez-vous venir tout de suite? Mon esprit s'est vidé. Qu'est-il arrivé à Emma? Ai-je crié. L'infirmière a dit d'une voix calme, « Madame, s'il vous plaît, venez aussi vite que possible. Et c'est important. S'il vous plaît, ne prévenez pas votre mari. » Au moment où j'ai entendu ces mots, mon monde s'est arrêté. Ne pas prévenir mon mari. Pourquoi? Pourquoi devais-je cacher ça à David? J'ai demandé, « Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi le cacher à mon mari? » L'infirmière a répondu, « Nous vous expliquerons à l'hôpital. S'il vous plaît, venez seul. » L'appel s'est terminé. Je suis resté figé dans l'obscurité. David dormait toujours. J'entendais sa respiration. Les mains tremblantes, je me suis habillé. J'ai enfilé un jean et un pull et j'ai attrapé mes clés. J'ai quitté la chambre doucement pour ne pas réveiller David. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré le moteur. Le quartier résidentiel était silencieux au milieu de la nuit. J'ai pris l'autoroute. Mon esprit était en plein chaos. Qu'était-il arrivé à Emma? Pourquoi devais-je le cacher à David? La voix de l'infirmière résonnait dans ma tête. Ne prévenez pas votre mari. J'avais peur de penser à ce que ces mots signifiaient. J'ai roulé vite et suis arrivé à l'hôpital en 15 minutes. Je me suis garé et j'ai couru vers l'entrée. L'entrée de nuit était faiblement éclairée. Quand les portes automatiques se sont ouvertes, une infirmière m'attendait. C'était celle qui m'avait appelé. « Madame, par ici » a-t-elle dit. Son expression était grave. Je n'arrêtais pas de demander, « Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Emma va bien ?» L'infirmière répondait seulement, « Le médecin va tout vous expliquer. » Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de pédiatrie. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. À cet instant, j'ai eu le souffle coupé. Des policiers se tenaient dans le couloir. 2 agents en uniforme avaient bouclé une partie du couloir avec du ruban jaune. Mes pieds se sont immobilisés. Pourquoi la police était-elle là? La police, devant la chambre d'Emma. Mon esprit refusait de comprendre. L'infirmière m'a doucement pris le bras. Par ici. On m'a conduite le long du couloir. L'un des policiers m'a regardé. Ses yeux exprimaient de la sympathie. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Le bruit de mes propres pas dans le couloir me semblait anormalement fort. Les sons environnants s'estompaient. La voix de l'infirmière, le son de la radio de la police, tout me parvenait comme si j'étais sous l'eau. Nous nous sommes arrêtés devant le bureau du pédiatre. L'infirmière a frappé à la porte. « Entrez » a dit une voix de l'intérieur. La porte s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait le pédiatre, le médecin qui avait examiné Emma.
Son expression était plus grave que jamais. « Patricia, asseyez-vous, s'il vous plaît », a dit le médecin. J'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas m'asseoir. Mon corps était raide. Où est Emma? Qu'est-il arrivé à Emma? Ma voix tremblait. Le médecin a pris une profonde inspiration. Je pouvais voir ses mains trembler légèrement. Le médecin tremblait. Cela suffisait à me dire que quelque chose de terrible s'était produit. Patricia, Emma est en sécurité maintenant. Ses jours ne sont pas en danger. Les premiers mots du médecin m'ont apporté un certain soulagement, mais son expression n'a pas changé. Cependant, nous avons découvert une situation très sérieuse. Le médecin a poursuivi, quand nous avons examiné le corps d'Emma en détail, nous avons trouvé de multiples blessures et contusions. J'ai hoché la tête. Oui, elle a dit qu'elle était tombée à l'école. Le médecin a secoué la tête. Non, Patricia. Ces blessures n'ont pas été causées par une chute. La voix du médecin est devenue encore plus basse. Celles-ci proviennent de traumatismes physiques répétés. Des contusions, des blessures par compression, des plaies anciennes mêlées à de nouvelles. Médicalement parlant, ce n'est pas un accident. Mon cœur a failli s'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le médecin m'a regardé droit dans les yeux. Patricia, nous devons vous demander, quel cas fait-il du mal à Emma? Est-ce qu'Emma vit dans un environnement sûr? Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que cette question signifiait. Et quand j'ai compris, mon monde s'est effondré. Il soupçonnait David. Mon mari, le beau-père d'Emma, David, était soupçonné de maltraiter Emma. C'est pour ça qu'ils avaient dit au téléphone, « Ne prévenez pas votre mari ». Ils pensaient que David était le coupable. Non, ai-je crié. David ne ferait jamais une chose pareille. Absolument pas. Ma voix a résonné dans le couloir. Le médecin a dit calmement, « Patricia, nous essayons simplement de vérifier les faits. Statistiquement, la plupart des cas de maltraitance infantile se produisent au sein du foyer, en particulier dans les relations entre beau-père et belle-fille. » Non, ai-je crié à nouveau. David aime Emma. C'est un père aimant. Le médecin allait dire quelque chose, mais on a frappé à la porte. Une infirmière est entrée. Emma s'est réveillée. Elle dit qu'elle veut voir sa mère. J'ai regardé le médecin. Laissez-moi voir Emma. Le médecin a hoché la tête. Bien sûr. Mais d'abord, une seule chose. Patricia, nous devons parler à Emma. Nous devons entendre de sa propre bouche ce qui s'est passé. Et selon la loi, nous devons signaler cette affaire au service de protection de l'enfance et à la police. Mes jambes tremblaient. Les services de protection de l'enfance. La police. Était-ce réel? Il y a quelques heures à peine, nous étions une famille normale. David dormait. Emma passait des examens à l'hôpital. Et maintenant, la police était impliquée dans une affaire de suspicion de maltraitance. Conduite par l'infirmière, je me suis dirigé vers la chambre d'Emma. En marchant dans le couloir, mon esprit était en plein chaos. David n'aurait pas pu faire de mal à Emma. Absolument pas. Mais les mots du médecin ne me quittaient pas. Traumatisme physique répété. J'ai ouvert la porte de la chambre. Emma était assise sur le lit. Dès qu'elle m'a vu, elle a fondu en larmes. Maman. Je me suis précipité vers elle. En essayant de la serrer dans mes bras, j'ai vraiment vu pour la première fois ce qui arrivait au corps de ma fille. Les bras d'Emma étaient couverts de multiples bleus, des anciens et des nouveaux, des grands et des petits. Ses jambes avaient des ecchymoses similaires. Je n'avais pas remarqué jusqu'à présent combien de blessures il y avait sur le corps d'Emma dans sa blouse d'hôpital. Emma, ça. Ma voix tremblait. Qu'est-ce qui s'est passé? Emma continuait de pleurer. Le médecin et l'infirmière sont entrés dans la chambre. Un policier les accompagnait. Le médecin a dit doucement à Emma, « Emma, peux-tu dire à ta maman pourquoi tu as autant de blessures ?» Emma m'a regardé. Il y avait de la peur dans ses yeux. De quoi avait-elle peur? Avait-elle peur de dire la vérité? Maman, je suis désolée, a dit Emma. Pourquoi t'excuses-tu? Emma, tu n'as rien fait de mal, ai-je dit. Emma a pris une profonde inspiration. Puis, d'une voix tremblante, elle a commencé à parler. À l'école? Mon cœur s'est arrêté. À l'école. Que s'est-il passé à l'école? Emma a continué à travers ses larmes. Des enfants me harcèlent depuis des mois. Mon monde a de nouveau basculé. Du harcèlement à l'école. Pas David. À l'école? Quel genre de harcèlement? Ai-je demandé. Emma a répondu, au début, ce n'était que des insultes, mais ça a progressivement empiré. Il me poussait dans le couloir, me donnait des coups de pied pendant le sport.
On m'a même frappé dans les toilettes. Je ne pouvais plus respirer. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu rien dit? Emma a répondu en pleurant, je l'ai dit à quelqu'un. Maman, je l'ai dit à papa. Au moment où j'ai entendu ces mots, quelque chose s'est brisé en moi. David. Emma a hoché la tête. Oui. Il y a environ un mois. Papa a dit qu'il le signalerait à l'école, mais je ne voulais pas. Je pensais que ça empirerait les choses. Alors, j'ai supplié papa. Je lui ai demandé de ne pas te le dire. Je suis resté là, abasourdi. David savait. Il savait depuis un mois et il ne m'avait rien dit. Pourquoi? Le médecin a commencé à expliquer. Patricia, votre mari nous a expliqué la situation hier quand il a amené Emma à l'hôpital. Il s'inquiétait du fait qu'Emma était harcelée à l'école, que les blessures se multipliaient. Il voulait faire constater les blessures pour avoir des preuves. L'infirmière a poursuivi, votre mari essayait de protéger Emma. Il a tenté à plusieurs reprises de la persuader de le signaler à l'école, mais Emma a refusé. Alors, votre mari a décidé de faire documenter les blessures comme des dossiers médicaux. Je me suis effondré sur une chaise. David n'était pas le coupable. Il essayait de protéger sa fille, et moi, je l'avais soupçonné. Le policier a pris la parole. Patricia, nous allons maintenant enquêter sur le harcèlement à l'école. Emma est victime de coups et blessures. Nous allons parler aux élèves responsables et à leurs parents. Je me suis pris la tête entre les mains. Pourquoi n'ai-je rien remarqué? Pourquoi Emma ne pouvait-elle pas me le dire? Pourquoi David ne me l'a-t-il pas dit? Le médecin a dit calmement, votre mari voulait respecter le souhait d'Emma. Il essayait d'attendre qu'Emma soit prête à parler d'elle-même. Mais en voyant les blessures augmenter, il a dû décider qu'il ne pouvait plus attendre. J'ai regardé Emma. Elle était recroquevillée sur elle-même. J'ai serré ma fille dans mes bras. Je suis désolé, Emma, de ne pas avoir remarqué. Maman était trop occupée pour vraiment te regarder. Emma a pleuré dans mes bras. Ce n'est pas ta faute, maman. Papa a essayé d'aider. J'avais juste peur. En entendant ces mots, j'ai compris pour la première fois à quel point David aimait Emma. Le lien du sang n'avait pas d'importance. Il était un vrai père. Je suis resté plusieurs minutes sans bouger, tenant Emma dans mes bras. Le petit corps de ma fille tremblait contre moi. Le médecin et l'infirmière ont quitté la chambre discrètement. Le policier a suivi. Nous étions seuls. Seuls les sanglots d'Emma résonnaient dans la chambre d'hôpital. En caressant les cheveux de ma fille, j'ai réalisé avec douleur à quel point j'avais été aveugle. En tant qu'infirmière, j'étais formée pour remarquer les moindres changements sur le corps des patients. Mais j'avais été incapable de voir la souffrance de ma propre fille. Emma, ai-je dit doucement, raconte-moi plus. Que s'est-il passé à l'école? Emma a levé son visage de mes bras. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Au début, les filles de ma classe ont commencé à dire des choses méchantes sur moi. Que mes vêtements étaient nuls. Que mes cheveux étaient bizarres. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. Emma a continué, mais ça a progressivement escaladé. Quand on se croisait dans le couloir, elle me bousculait exprès. Elle mettait des mots méchants dans mon casier, cachait mes manuels. En écoutant l'histoire de ma fille, j'ai senti ma poitrine se serrer. Alors, quand est-ce que c'est devenu violent? Emma a répondu d'une petite voix, il y a environ 2 mois. Après le cours de sport, 3 filles m'ont coincé dans les vestiaires. Au début, elles m'ont juste poussé. Mais quand je suis tombé par terre, l'une d'elles m'a donné un coup de pied. J'ai eu le souffle coupé. Et après ça, a poursuivi Emma en tremblant, c'est arrivé plusieurs fois. Dans les toilettes, dans les escaliers, dans la cour, toujours dans des endroits où personne ne pouvait voir. Pourquoi n'as-tu rien dit à un professeur? Ai-je demandé. Emma a secoué la tête. Je pensais que ça ne servirait à rien. Les professeurs font semblant de ne rien voir. Et la fille a dit que si je parlais, ce serait pire. Mon cœur s'est rempli de colère et de tristesse. Ma fille avait vécu dans la peur à l'école tous les jours. Et moi, absorbé par mon travail, je n'avais rien remarqué. Quand l'as-tu dit à David? Ai-je demandé. Emma a répondu, semblant un peu plus calme, il y a environ 1 mois. Un jour, papa a remarqué un bleu sur mon bras et n'arrêtait pas de me poser des questions. Au début, j'ai menti, mais papa ne m'a pas cru. Alors, je lui ai tout raconté. Une petite lueur est revenue dans les yeux d'Emma. Papa n'était pas en colère. Il était juste très inquiet. Il a dit qu'on devrait le signaler à l'école tout de suite, mais j'ai dit non. Je pensais que ça empirerait les choses. J'ai été frappé par des émotions complexes. David savait depuis 1 mois.
Et, respectant le souhait d'Emma, il ne m'avait rien dit. Était-ce la bonne chose à faire? Mais si Emma lui avait demandé de ne rien dire. Papa me demandait tous les jours si j'allais bien, a continué Emma. Le soir, avant de dormir, il venait dans ma chambre et m'écoutait. Je lui ai demandé de garder le secret, parce que tu es fatigué par ton travail et je ne voulais pas t'inquiéter. Les larmes n'arrêtaient pas de couler. Ma fille essayait de me protéger, et David aussi. Mais papa n'arrêtait pas de dire qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, que les blessures augmentaient, qu'il fallait les faire constater. Emma m'a regardé. C'est pour ça que papa m'a emmené à l'hôpital. Il pensait que s'il disait que c'était pour des examens, tu accepterais. Je me suis levé. J'ai regardé par la fenêtre. L'aube approchait. Le ciel s'éclaircissait progressivement. J'ai compris à quel point j'avais été stupide. David essayait de faire constater les blessures comme un dossier médical pour protéger sa fille, comme preuve, pour le moment où il le signalerait à l'école ou à la police. Il agissait de manière stratégique et je ne savais rien. On a frappé à la porte. Le médecin est entré. Patricia, puis-je vous parler un instant? J'ai hoché la tête. Le médecin s'est assis sur une chaise et m'a montré des papiers. C'est une explication que votre mari a écrite hier lors de l'admission. J'ai pris les feuilles. De l'écriture soignée de David, la situation d'Emma était décrite en détail. Emma subit un harcèlement continu à l'école depuis 2 mois, y compris des violences physiques. Elle refuse de le signaler à l'école, mais les blessures se multiplient. Je souhaite faire constater cela dans un dossier médical et prendre des mesures légales au moment opportun. Les mots de David étaient clairs. Il n'était pas dans l'émotion. Il réfléchissait calmement à la manière de protéger sa fille. Le médecin a dit, votre mari donnait la priorité à la sécurité d'Emma tout en respectant ses souhaits. Nous avons d'abord suspecté de la maltraitance sur la base des probabilités statistiques, mais après les explications de votre mari, le témoignage d'Emma et ses écrits, nous avons compris la situation. Le médecin a poursuivi, en fait, votre mari a réagi de manière exemplaire. Plutôt que d'ignorer les souhaits de l'enfant et de forcer l'action, il se préparait pour assurer sa sécurité. Je me suis effondré sur la chaise. David était un père parfait, même sans lien de sang. Non, peut-être que parce qu'il n'y avait pas de lien de sang, il agissait avec plus de soin, plus de réflexion. En tant que beau-père, il tenait à sa relation avec Emma pour ne pas trahir sa confiance, mais en même temps, il prenait des mesures pour la protéger. J'ai cherché mes mots. Je n'ai rien vu. Pendant que ma fille souffrait tous les jours, pendant que mon mari faisait tant d'efforts. Le médecin a dit avec gentillesse, Patricia, ne vous blâmez pas. Beaucoup de parents ne remarqueraient rien dans la même situation, surtout quand l'enfant essaie de le cacher. Mais je ne pouvais pas me le pardonner. L'infirmière est entrée dans la chambre. Patricia, les policiers aimeraient vous parler. J'ai regardé Emma. Elle a dit, vas-y, maman. Je vais bien. Je suis sorti dans le couloir. 2 policiers attendaient. L'un a commencé à expliquer, Patricia, nous allons contacter l'école maintenant. Nous allons parler avec les élèves qu'Emma a nommés et leurs parents. Cela sera traité comme un cas de coups et blessures. L'école va-t-elle faire quelque chose? Ai-je demandé. L'agent a hoché la tête. Les écoles ont l'obligation de prévenir le harcèlement. Ce cas implique clairement des violences, donc les élèves responsables feront face à des conséquences sévères. Dans le pire des cas, il pourrait y avoir des transferts d'établissement ou des poursuites devant le tribunal pour mineurs. Je me suis senti soulagé. Enfin, Emma serait protégée. Nous devons aussi parler à votre mari, a continué l'agent. Son témoignage est important. Quand il l'a découvert, comment il a réagi, nous allons tout documenter. J'ai hoché la tête. Puis-je appeler mon mari? L'agent a répondu, bien sûr. En fait, nous aimerions qu'il vienne. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé David. Après 3 sonneries, une voix endormie a répondu. Patricia, quelle heure est-il? J'ai pris une profonde inspiration. David, viens à l'hôpital. Tout de suite. La voix de David a complètement changé. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Emma? J'ai dit, Emma va bien, mais je veux que tu viennes. Il y a beaucoup de choses à dire. 30 minutes plus tard, David est arrivé à l'hôpital. Il semblait avoir couru depuis le parking et était essoufflé. Quand il m'a vu, il s'est précipité. Où est Emma? Que s'est-il passé? Je l'ai regardé dans les yeux et pour la première fois, j'ai dit « merci ». David avait l'air confus. Pourquoi? Pour avoir protégé Emma. Quand je ne remarquais rien, toi, tu as tout vu depuis le début.
Merci. Les yeux de David se sont embués. Il m'a serré dans ses bras. Emma est ma fille. Même sans lien de sang, c'est ma fille. La protéger est naturelle. Nous nous sommes enlacés dans le couloir. Il y avait des médecins et des infirmières autour, mais nous nous en fichions. L'enquête de la police a été rapide. Les 3 élèves nommés par Emma ont été immédiatement interrogés. Bien qu'elles aient d'abord nié, face aux dossiers médicaux et à de multiples témoignages, elles ont admis les violences. Les parents des élèves ont été convoqués à l'école et forcés de s'excuser. Cependant, il était clair que les excuses n'étaient que formelles. Il n'y avait aucun remords sincère dans leurs yeux. L'école a convoqué d'urgence un comité anti-harcèlement et les élèves responsables ont été suspendus temporairement. David a dit, « Ce n'est pas la fin. Je continuerai à surveiller jusqu'à ce qu'Emma puisse retourner à l'école en toute sécurité. » Une semaine plus tard, nous avons eu une discussion dans le salon à la maison. Emma était sortie de l'hôpital et se remettait chez nous. Les blessures physiques guérissaient, mais les blessures émotionnelles restaient. David était assis sur le canapé à côté d'Emma. Je me suis assise en face d'eux. « Emma, » a dit David doucement, « j'ai réfléchi tout ce temps à la manière de te protéger. » Emma a regardé David. « Pourquoi n'as-tu rien dit à maman ?» ai-je demandé. David a pris une profonde inspiration. « Parce qu'Emma m'a demandé de ne pas le faire. Elle ne voulait pas t'inquiéter. Tu es toujours fatigué par ton travail. » Emma le savait. David a continué, mais je ne restais pas sans rien faire. Je parlais avec Emma tous les soirs. J'ai documenté la situation et j'ai prévu de créer un dossier médical. J'avais l'intention d'agir à un moment donné. Les larmes me sont montées aux yeux. Je suis désolé. J'aurais dû remarquer. Emma s'est levée et s'est assise à côté de moi. Ce n'est pas ta faute, maman. C'est moi qui cachais tout. Mais papa me demandait tous les jours, ça va? C'est parce que papa était là que j'ai pu endurer. Emma a regardé David. Merci, papa. Les yeux de David se sont à nouveau embués. Emma, tu es ma fille. Je te protégerai toujours. C'est ce que fait une famille. Après cela, Emma a commencé à recevoir le soutien du conseiller d'orientation de l'école. Elle allait à des séances 2 fois par semaine. Le traumatisme psychologique n'a pas disparu facilement, mais des signes de rétablissement sont progressivement apparus. L'école a mis en place un programme anti-harcèlement et a organisé une assemblée générale pour en discuter. David, en tant qu'administrateur scolaire, est devenu un moteur de ce programme. Il a fini par être reconnu comme un adulte de confiance pour les autres élèves également. 3 mois plus tard, Emma a décidé de retourner à l'école. J'étais anxieuse, mais Emma a dit, « C'est bon. Je n'ai plus peur parce que j'ai papa et maman. » David emmenait Emma à l'école tous les jours et allait toujours la chercher après les cours. Pendant cette première semaine, j'ai pensé à Emma de nombreuses fois au travail. Mais Emma rentrait joyeuse tous les jours. Peu à peu, le sourire d'Emma est revenu. Un soir, nous dînions tous les 3 ensemble. David avait préparé des pâtes. Emma avait de l'appétit pour la première fois depuis longtemps. Au milieu du repas, Emma a dit doucement, « Papa, merci. » David a eu l'air surpris. « Pourquoi ?» Emma a souri. « Pour m'avoir protégé, pour avoir cru en moi. » David a répondu doucement, « Toujours, Emma. C'est ce que fait une famille. » En regardant cette scène, les larmes ont coulé de mes yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de gratitude. Pendant longtemps, j'ai cru que la famille était une question de lien du sang. Mais j'avais tort. La famille, ce sont des personnes qui se protègent, se font confiance et parfois même, respectent le silence des autres. David était un beau père, mais il était le vrai père. Ce qu'il a fait pour Emma, c'est quelque chose que même un père biologique ne serait peut-être pas capable de faire. Je les ai regardés. David riait en parlant avec Emma. Emma riait aussi. Au cours de ces 3 mois, nous étions devenus une vraie famille, en surmontant des épreuves, même en étant blessés. Et maintenant, nous étions liés plus fortement qu'auparavant. J'ai souri doucement. C'était ça, la famille. Une famille unie non par le sang, mais par le cœur. C'est ce que nous étions.